Alors, moi, je suis donc Philippe Lefebvre, je suis organiste, c'est ma vie, ma vocation. J'étais organiste à Notre-Dame de Paris jusqu'à l'incendie. Je suis aujourd'hui organiste émérite de Notre-Dame de Paris. Et j'ai aussi, dans ma vie professionnelle, été directeur de conservatoire. Donc, j'étais dans la musique, dans l'enseignement musical et professeur au Conservatoire de Paris. Voilà. Et depuis maintenant un certain nombre d'années, ça fait 13 ans, j'ai été l'un des fondateurs d'une association qui s'appelle Orgue en France, qui rassemble 800 personnes et, au-delà de ces 800 personnes, environ 200 associations, qui sont des associations souvent qui s'appellent les Amis de l'Orgue, ou parfois Amis du patrimoine, et qui, effectivement, sont attachées au patrimoine de l'instrument, en particulier des orgues, et donc aussi, bien entendu, au patrimoine des édifices cultuels. Voilà. Euh, Parmi mes occupations, puis je m'occupe aussi d'autres associations dans le même domaine. La première question qui est, pourriez-vous nous décrire la genèse de votre association Orgue en France et ses buts? Voilà, alors cette association s'est donc créée il y a 13 ans maintenant. Moi, je l'avais en tête depuis longtemps et il y a toujours quelques événements particuliers qui provoquent ça. On s'est retrouvé à quelques organistes amis et puis on a parlé de ça et on s'est dit, mais il nous semble maintenant nécessaire de créer une association nationale qui fédère les personnes qui s'intéressent à l'orgue. Alors, dans les personnes, il ne s'agit pas d'organistes uniquement professionnels, pas du tout. La majorité d'ailleurs des membres sont des gens qui jouent de l'orgue, d'autres n'en jouent absolument pas, mais des gens qui aiment la musique et qui aiment l'orgue en particulier. Voilà. La volonté était que ce ne soit pas, j'allais dire, de l'entre-soi et fermé entre quelques organismes professionnels, dans la mesure où, si on évalue à peu près en France, les personnes qui jouent de l'orgue sont plusieurs milliers. On est à peu près avec 2 ou 3 000 jeunes élèves dans les conservatoires et les écoles de musique, auxquels s'ajoutent plusieurs milliers d'organismes, pour la majorité bénévoles, qui jouent dans le cadre des offices religieux, que ce soit chez les catholiques, les protestants, mais également dans les synagogues, où certaines ont des orgues. Donc, ça a été ça la réflexion, et on s'est dit, mais il est temps, nous semble-t-il, d'essayer de rassembler les personnes qui s'intéressent à ça, d'être à leur écoute, et puis de voir quel service on peut rendre. Et la raison, c'était de dire un peu, si on prend un peu de recul, je viens de citer le nombre de classes d'orgue en France qui sont dans des établissements publics, c'est-à-dire souvent des établissements qui relèvent des collectivités, c'est-à-dire des communes, ou parfois des départements ou des régions, mais surtout des communes. Et on s'est dit que finalement, entre les années 60 et les années 2000, le nombre de ces classes d'orgue a été multiplié en gros par 5. On pourrait donc se dire qu'il y a plus de jeunes aujourd'hui qu'il y a 50 ans qui pratiquent cet instrument. Ça, c'était le premier point. Puis si on met en parallèle, on se dit, mais dans le même temps, le nombre de pratiquants réguliers qui vont à l'office le dimanche a diminué. On pourrait dire, est-ce que c'est paradoxal? C'était la première réflexion. La deuxième réflexion, c'est qu'en fait, les jeunes qui aujourd'hui pratiquent l'instrument, ils jouent de l'orgue comme si ils allaient jouer de la clarinette, du violon ou du saxophone. Il n'y a pas forcément une démarche par rapport à une pratique religieuse, puisque l'instrument est présent dans, j'allais dire, le service public, et donc il a la même image dans ce service public, c'est-à-dire dans une école de musique ou un conservatoire, il y a une salle avec un orgue. Et donc, eh bien, il y en a, les jeunes enfants qui ont 6, 7, 8 ans, eh bien, s'intéressent à cet instrument parce qu'ils le voient dans ce lieu. Alors qu'auparavant, la majorité des personnes qui s'intéressaient à l'orgue, c'était à l'origine parce qu'ils entendent l'orgue dans une église. C'est moins le cas. Donc ça, c'était aussi la réflexion. Et en même temps, on se rend compte qu'on a la chance en France d'avoir un patrimoine qui représente plus de 8000 orgues, ce qui est considérable, qui couvre à peu près 6 ou 7 siècles, les plus anciens datant du XVIe siècle. Voilà, donc ça fait à peu près 5-6 siècles d'instruments, ce qui est unique au monde, il faut le reconnaître. Et sur ces 8000 instruments,
il y en a à peu près 1500 qui sont ce qu'on appelle classés, protégés, monuments historiques. Où là, on peut se dire, effectivement, il y a une procédure, une réglementation, est-ce qu'elle est bien connue, etc. Mais il reste les 6500 autres. Donc, c'était aussi cette préoccupation. Et le dernier point, c'est que lorsqu'on a lancé cette association, bien entendu, auparavant, on a fait un petit sondage pour voir toutes les personnes qui étaient intéressées. Et ça a été effectivement un mouvement important, puisque rapidement, on a eu plusieurs centaines de membres. Et très rapidement, on a constaté qu'on avait effectivement énormément de questions et de demandes, que ce soit sur l'entretien des orgues, comment fait-on pour les restaurer, la séparation de l'Église et de l'État, qu'est-ce qu'elle entraîne, ou je suis une association qui travaille avec la paroisse, on veut organiser un concert, comment fait-on, quelles sont la réglementation, beaucoup de questions administratives et juridiques. Et le bilan aujourd'hui fait qu'en moyenne, on est questionné 1 ou 2 fois par semaine. Et les questions proviennent de paroisses, y compris du clergé, de collectivités, c'est-à-dire de mairies qui sont propriétaires d'un orgue, ou d'organismes ou d'associations. C'est très diversifié. Ça nous a amené rapidement, parce qu'on ne mesurait pas quand on a lancé tout ça que ça prendrait ces proportions, donc ça nous a amené rapidement à faire ce qu'on appelle une sorte de centre de ressources, et c'est le but essentiel de notre association, c'est-à-dire on a fait un centre de ressources avec un tas de documentations qui sont mis à disposition de toute personne, qu'elle soit membre ou qu'elle ne soit pas membre de notre association. C'est le but. Voilà. Donc, qu'il s'agisse de fiches techniques sur l'entretien d'un orgue, sur la protection de ceux-ci, sur les déductions fiscales pour les associations, sur ce qui concerne des centaines de cas actuellement en France, par exemple, c'est qu'il y a énormément d'écoles de musique et de conservatoires qui ont une classe d'orgue. Je disais qu'il y en avait 200. Mais dans le conservatoire ou l'école de musique, souvent, c'est un petit instrument. Et dans la ville où se trouve cette école, eh bien, il y a un ou plusieurs orgues qui sont sans doute plus développés que l'outil qui se trouve dans l'école de musique. Et donc, il y a souvent des conventions qui se mettent en place entre la commune, qui est propriétaire, le clergé et le conservatoire. Et on a été très sollicité pour le contenu de ce genre de convention, ce qui nous a amené effectivement à travailler avec des juristes. On a la chance d'avoir dans notre association un certain nombre de juristes. Moi-même, j'ai été plusieurs fois en contact avec le service juridique de la Conférence des évêques de France sur des sujets comme ça. Et donc ça a été un fort, j'allais dire un gros travail, un fort développement. Pour mettre du lien dans tout ça, parce que c'est le but finalement, c'est d'entretenir aussi l'intérêt que les uns et les autres, quelle que soit leur provenance et leur conviction, portent à cet instrument. On a organisé rapidement des réunions en région. Notre association, elle compte essentiellement des membres qui sont aux 4 coins de la France. Voilà. Et le but, c'était effectivement que chaque année, eh bien, dans chaque région, on puisse avoir un certain nombre de petites rencontres pour être à l'écoute des personnes qui sont sur le terrain. Donc, depuis qu'on a créé l'association, on a fait à peu près 120 rencontres dans à peu près 80 villes différentes. Et on va aussi bien dans les petites communes que dans les grandes communes. Voilà. Le but, c'était ça. Et ça a pris finalement un développement assez rapide, puisque maintenant on constate qu'on est assez connu dans la mesure où, je pourrais vous citer un exemple très concret, qui est très récent, qui est très sympathique, c'est un curé de Seine-Saint-Denis qui nous envoie un mail en disant « J'ai pas d'orgue, je veux un orgue, comment fait-on » Et en plus, j'ai pas d'argent, comment fait-on? Donc, vous voyez, on s'adresse à nous d'une manière inopinée et ça a un peu dépassé ce qu'on pensait. Voilà. Donc, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a tout un tissu, notamment associatif, en France. On a évalué à peu près à 500 le nombre d'associations dédiées à l'orgue dans toute la France. Ce sont des associations 1901 qui se préoccupent du patrimoine et notamment de ce patrimoine. Voilà. Et on a énormément de contacts et de sollicitations de la part de ces associations, dont l'interlocuteur est ou le maire de la ville lorsque l'orgue
appartient à la commune, ou le diocèse, parfois lorsqu'il s'agit d'un instrument postérieur à 1905 et qui a été construit à l'époque par la paroisse avec le diocèse. Voilà un petit peu le panorama, si je puis dire, de nos activités. Nous ne sommes donc pas nous-mêmes organisateurs de concerts dans les églises, ce n'est pas notre sujet, ce sont les associations dont je viens de parler. Et on a comme activité essentielle ces rencontres en région. Et chaque année, bien entendu, comme toute association, eh bien, on a un congrès national qui se passe souvent dans une grande ville de France. On a fait un peu le tour de toutes les capitales, si je puis dire, en 10 ans. Voilà un petit peu le profil. Et en plus de ces rencontres en région, vous avez également entrepris un inventaire spécifique Oui. des orgues du pays. Et c'est la deuxième question. Pourquoi et comment avoir entrepris un inventaire spécifique des orgues du pays? Alors, en fait, dans les années 80-90, l'État avait initié, avec, dans la plupart du cas, les départements, de commencer un inventaire des orgues. Ça a été fait, ça a couvert les 3/4 des départements français, et ça n'a jamais été terminé. Et en plus, je veux dire, ça date des années 80-90, depuis l'eau a coulé sous les ponts. Ce qui fait qu'il y a à peu près maintenant 5 ans, on est allé en délégation, si je puis dire, au ministère de la Culture en disant il faut absolument qu'on ait un inventaire exhaustif et qu'il puisse être à jour en permanence. Et l'État, c'est-à-dire le ministère de la Culture, nous a donc entendus et nous a confié la mission de le faire. Donc, nous avons été la cheville ouvrière. Nous avons travaillé énormément là-dessus. On a une personne de chez nous qui a passé des milliers d'heures, je puis le dire, en 2 ou 3 ans, des milliers d'heures pour monter cette opération et pour, avec une société spécialisée, établir un logiciel qui permette effectivement d'avoir cet outil. Ça, c'était le premier sujet. Et le premier sujet, c'est de dire il faut que tous les orgues accessibles au public, c'est-à-dire que ce soit une église, un conservatoire, etc., un temple, une synagogue, soient répertoriés. Le deuxième point, c'est qu'on voulait que ce soit participatif, un peu comme Wikipédia. Donc, on a lancé l'opération auprès de nos membres et auprès des institutions. Le ministère de la Culture a énormément relayé là-dessus, en disant, voilà, il y a une fiche, tout est prêt pour la remplir. Il y a ce qu'on appelle un menu déroulant, et vous n'avez qu'à cocher les cases et compléter pour décrire votre instrument. On n'a pas besoin d'être facteur d'orgue, j'allais dire, ou de spécialiste en technique de l'orgue pour pouvoir remplir cette fiche, puisqu'elle est assez simple. Et vous prenez une photo et vous l'insérez. On a expliqué à tout le monde, bien entendu, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça va prendre un certain nombre d'années, le temps que la mayonnaise prenne, si je puis dire, et que les gens aient effectivement cette démarche d'eux-mêmes d'aller compléter les fiches. Alors actuellement, les plus de 8000 orgues sont tous inventoriés, ils sont présents, ils ne sont pas encore tous décrits. On en a à peu près plus de 2000 qui sont complètement décrits dans le détail et qui sont suivis. Et progressivement, on sait que les choses vont se faire petit à petit. L'avantage, c'est que lorsqu'il y a une modification sur l'état d'un instrument ou qu'il y a des travaux avec des modifications, on peut immédiatement le mettre à jour. Voilà. Donc le but, c'est que ce soit tout le temps à jour et opérationnel. Ça permet aussi, parce que c'est le côté psychologique de l'affaire, ça nous a permis aussi de faire qu'on puisse mobiliser les propriétaires. C'est-à-dire, c'est important pour eux qu'ils se reconnaissent dans cet inventaire. Ça permet aussi aux jeunes, et aux moins jeunes bien sûr, mais aux élèves, aux étudiants qui s'intéressent à l'orgue, d'avoir un outil qui permet de connaître les orgues, soit dans leur région, soit dans une autre, lorsqu'ils se déplacent, etc. Je pourrais vous dire, par exemple, que quand il y a des personnes qui s'en vont en vacances, s'ils sont passionnés par l'orgue, vous êtes passionné par les vitraux, vous allez chercher où est-ce que je vais aller voir des vitraux, où est-ce que je vais aller voir tel château ou telle chose. Là, vous avez l'outil de dire, dans cette région, je peux aller visiter tel orgue, etc., etc. Voilà. Donc c'est aussi un petit peu pédagogique, si je puis dire, sur tout le monde. Troisième question. Quels conseils donneriez-vous aux propriétaires pour préserver et valoriser au mieux ce patrimoine sonore souvent méconnu? Alors, ça, c'est un sujet qui est très spécifique pour la raison suivante. On va reprendre le début de notre conversation. Et c'est la notion de patrimoine. Alors, on est dans une réflexion sur le patrimoine religieux,
Oui. Je pense que la propriétaire, c'est-à-dire la commune, elle entend surtout le mot patrimoine. Et nous, notre vocabulaire est le suivant. Nous considérons, et notre discours, c'est un orgue est un objet d'art. D'ailleurs, la facture d'orgue est un métier d'art. Elle fait partie des métiers d'art. Il n'est pas vu au départ par les gens comme religieux, il est vu comme une œuvre d'art. Et donc, on s'est dit, vis-à-vis des communes propriétaires, et ça porte plus d'employer ce terme. Et ça, nous l'avons constaté à chaque fois. Je vais prendre un exemple très simple. Le maire d'une commune, s'il y a un tableau de Delacroix dans son église ou d'un peintre d'un nom connu, il le sait. Il ne se pose pas de la question de savoir si c'est religieux. Il dit, j'ai une œuvre d'art de Delacroix, elle se trouve dans l'église. Mais si c'est un orgue d'un facteur d'orgue exceptionnel du XVIIIe ou XIXe siècle, il ne le sait pas forcément et il vit ça différemment. Et on s'est dit, mais nous, tout ce patrimoine, il doit être vécu comme des œuvres d'art, d'abord. Et si on a conscience, ça répond en partie à votre question, je parle des propriétaires des orgues, que c'est une œuvre d'art, on ne la voit plus, on ne l'entend plus de la même manière. Ça n'est pas, j'allais dire, que un instrument au service du culte. C'est en plus un instrument de musique tout court. Et en fait, si on est arrivé à cette réflexion, c'est en prenant un peu de recul hors de nos frontières. Je vais citer 2 ou 3 choses. En Europe, notamment en France, pratiquement tous les orgues, à part une vingtaine, sont dans des églises et quelques-uns dans des salles de concert. En Angleterre, en Allemagne, dans les pays nordiques, en Espagne, vous avez énormément d'orgues dans les salles de concert. Moins en France. Si on prend encore un peu plus de recul et qu'on va dans d'autres continents, les pays qui ont construit le plus d'orgues au XXe siècle sont l'Union soviétique et le Japon, qu'on ne considère pas au départ comme des pays de patrimoine religieux. Donc, on s'est dit, mais là, les questions ne se posent pas vis-à-vis de l'instrument, il est vécu comme l'instrument, comme l'orchestre, comme un autre. Il ne s'agit pas de diminuer sa fonction liturgique, puisqu'on est nous-mêmes organistes convaincus depuis la plus tendre enfance à jouer tous les dimanches à l'office, mais en même temps, vis-à-vis de la société civile, c'est aussi important de faire prendre en compte la nature de cet instrument au départ, c'est-à-dire l'objet d'art, et c'est aussi un instrument public. Voilà. Donc ça a été la première question. Alors, quel conseil donner aux propriétaires? En fait, ce qu'on a constaté, c'est que lorsqu'il y a une association, j'en parlais tout à l'heure, il y en a plusieurs centaines en France, qui se mobilise pour le patrimoine, elle devient effectivement l'interlocuteur du propriétaire. Parce qu'elle s'est mobilisée pour ça. Il y a actuellement en France plusieurs dizaines, peut-être entre au moins 40 ou 50, chantiers de travaux de restauration d'orgues. La plupart de ces chantiers, ils ont été quelque part provoqués par la mobilisation de quelques personnes. Ça peut être des personnes d'une paroisse, mais souvent à côté, en plus de la paroisse, s'est créée une association 1901 qui se donne pour mission d'intéresser tout le monde, et pas seulement les paroissiens, mais au-delà de la paroisse, d'intéresser, j'allais dire, la commune, des personnes qui s'intéressent au patrimoine, et qui, effectivement, dans bien des cas, va se mobiliser, y compris pour essayer d'obtenir du mécénat, des contributions, afin d'aider la commune à restaurer son patrimoine. C'est ce qui se passe dans la majorité des cas. En revanche, s'il n'y a pas d'association, les choses sont beaucoup plus difficiles. Et on peut le comprendre, puisqu'en fait, le maire de la commune, lui, j'allais dire, sa mission, c'est l'intérêt général. Donc l'intérêt général suppose qu'on dépasse l'intérêt de quelques particuliers. D'où l'importance d'une association qui rayonne sur un certain territoire, dans une commune, dans un village. Moi, où j'habite, il y a 2200 habitants. C'est exactement comme ça que ça a fonctionné. Je pourrais vous citer énormément de cas où c'est comme ça que ça a fonctionné. C'est-à-dire, quelques personnes se sont intéressées
même des personnes qui ne sont pas forcément musiciennes. C'est ça qui est assez intéressant. Je pourrais vous citer une petite commune, il y a quelques années, du nord de la France, où un petit groupe de personnes était mobilisé sur l'église, ils créent une association, discutent avec les mairies, il faut faire des travaux dans l'église. Bon, ça a pris des années, parce que c'est des gros travaux de restauration de l'édifice. Puis une fois que ça a été fini, ils disent, bon, maintenant, on va s'occuper des vitraux. Et un jour, ces gens nous contactent, nous, association. Bah, maintenant qu'on a fait le tour de l'église, il n'y a plus que l'orgue. Bah, tant qu'on y est, on va restaurer l'orgue aussi. Pour autant, ce n'était pas forcément au départ une démarche, j'allais dire, musicale. C'était une démarche patrimoniale de personnes attachées à leur clocher et ce qu'il y a dedans. Et ça, on le rencontre plus fréquemment aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. Ça, c'est un constat qu'on a fait, nous. Voilà. Alors, le conseil, c'est effectivement de fédérer un certain nombre de personnes. Ça, ça me paraît évident. Et au-delà de ça, je pense, et c'est ce que font énormément d'associations, c'est de se dire, s'il s'agit effectivement d'une œuvre d'art, et c'est de ça dont on parle, et d'un instrument de musique, il faut qu'on puisse également l'entendre en dehors des offices du dimanche. C'est-à-dire que ce soit ouvert au public. Et c'est ça qui donne une dynamique. Quand le maire d'une commune, on voit dans les petits villages, a un instrument de ce genre, l'association qui organise 2 ou 3 fois par an, et peut-être pas plus, hein, un concert où on utilise l'orgue, même s'il y a d'autres instruments, ou une chorale, etc., etc., s'il y a 200-300 personnes, bah, c'est quand même quelque chose qui frappe les esprits. Je veux dire que des personnes viennent spécialement pour écouter cette musique, écouter cet instrument. Et ça, c'est, me semble-t-il, une des démarches qui fait qu'on peut effectivement obtenir un soutien des propriétaires. Parce qu'elle a, au-delà du culte, j'allais dire, la démarche d'intérêt général. Il y a d'ailleurs, ça fait partie justement, j'évoquais les fiches techniques tout à l'heure que nous avons mis en ligne pour aider les communes. Il arrive, et ça arrive tous les ans, heureusement encore en France, que l'on construise des orgues neufs. Là où il n'y en a pas, ou là où il faut remplacer carrément l'instrument qui existe. Et bien qu'on soit plus de 100 ans après la loi de séparation de l'Église et de l'État, il y a un texte officiel du ministère de l'Intérieur qui rappelle qu'une commune peut construire un orgue dans un édifice du culte à condition que l'instrument soit d'intérêt général. C'est la raison pour laquelle j'ai employé ce mot, puisque c'est aussi une ouverture à d'autres. Donc voilà un petit peu, j'allais dire, la philosophie. Avez-vous des préconisations à faire pour une meilleure relation entre les organistes et le clergé? Alors, en fait, je pense qu'on rencontre toutes les situations. Il faut commencer par dire les choses positives d'une manière générale. Il y a énormément d'endroits où, effectivement, les relations sont permanentes et se passent en bonne entente. Il arrive parfois, effectivement, il peut y avoir de l'incompréhension ou on a essayé de comprendre, nous, les raisons et l'origine de ça. Et il me semble, en rencontrant d'autres organismes, hein, mais je ne parle pas d'organismes professionnels ou de vedettes, je parle de l'organisme de tous les jours, et qui sont la plupart du temps des bénévoles, parfois des personnes qui ont fait dans leur jeune temps de la musique et qui ont un jour repris, à qui on a été demandé, ah ben vous avez fait du piano quand vous étiez jeune, pourriez pas nous dépanner pour venir accompagner le dimanche en vous mettant alors, il y a tous les cas de figure. Mais ce qui rassemble toutes ces personnes, c'est quelque part des personnes qui, à un moment de leur vie, récent ou non récent, ont pratiqué la musique d'une manière assez intense. Ce que j'appelle intense, c'est suivre un cours de musique toutes les semaines. Si c'est quelqu'un qui a fait du piano ou qui a même pratiqué l'orgue, c'est toutes les semaines. Aujourd'hui, un jeune qui pratique l'orgue, il a des cours toutes les semaines. Et ça pendant plusieurs années. Et comme je pense l'avoir dit tout à l'heure, la majorité des organistes aujourd'hui ne sont pas des professionnels de la musique, c'est-à-dire ils ont un métier,
y compris, je pourrais vous citer plein d'organistes, y compris dans des lieux importants, qui ont un métier par ailleurs et qui jouent l'orgue parce qu'ils sont passionnés par cet instrument et parce qu'ils ont aussi une conviction par rapport à la pratique religieuse. Voilà. Alors, l'incompréhension, elle vient parfois de chaque côté. La première chose qui est un peu difficile, me semble-t-il, mais je peux me tromper, c'est que quelque part, il peut arriver que l'organiste soit vu comme un spécialiste, c'est-à-dire ce qu'on appellerait à l'école un sachant. Et donc, c'est vrai qu'il a pratiqué la musique, il a étudié la musique, même s'il n'est pas aujourd'hui un musicien professionnel, puisqu'il a un autre métier à côté, mais il a des connaissances. Donc, c'est un spécialiste. Alors, moi, j'ai entendu parfois dire, bah oui, moi, je ne suis pas reconnu parce qu'en fait, on considère que je ne suis pas représentatif de la communauté, vu que je suis un spécialiste. C'est une question qui s'est posée, parfois. La deuxième chose, et c'est à mon avis une des difficultés, c'est que les jeunes et les moins jeunes, ceux qui ont fait un peu de pratique de l'instrument ou une pratique musicale, d'une manière quand même assez intense, puisqu'il faut penser aux parents qui les ont conduits toutes les semaines pour aller suivre des cours à l'école de musique. Donc ça, il faut mesurer tout ce que ça représente derrière, y compris pendant des années. C'est un investissement important de la famille. Ils ont eu une formation où ils ont abordé ce qu'on appelle le répertoire, c'est-à-dire des œuvres des compositeurs œuvres dans lesquelles ils éprouvent une satisfaction. Et ils aiment le morceau qu'ils jouent, et ils aiment le son de l'orgue. Et c'est ça qui fait, j'allais dire, entretient leur motivation. Autrement, ils n'iraient pas toutes les semaines suivre un cours avec cette astreinte. Et là où on a une difficulté, c'est vrai, faut le dire, mais simplement, c'est qu'il y a parfois un fossé entre leur vécu, ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils reçoivent encore comme musique, comme genre musical des compositeurs, avec ce qu'ils entendent le dimanche à l'office. Et donc, c'est ça qui est, à mon avis, une difficulté et qui fait qu'un certain nombre de jeunes ne se destinent pas à être organistes liturgiques. Ils jouent de l'orgue uniquement pour leur plaisir, mais n'iront pas forcément faire la démarche d'aller jouer un orgue le dimanche à la messe, parce qu'ils ne s'y retrouvent pas par rapport à ce qu'ils ont reçu. Et donc, ils ne vont pas éprouver cette satisfaction musicale. Et ça, c'est une vraie difficulté. On passe au-dessus de cette difficulté, lorsqu'elle existe, si effectivement on a, et j'en reviens au terme de tout à l'heure, un bel orgue qui, lui, vous apporte une satisfaction. C'est-à-dire, la musique qui sort de l'orgue, le son de l'orgue va vous aider à, eh bien, j'allais dire, passer au-dessus d'un certain nombre de chants liturgiques que certains ont du mal, j'allais dire, à intégrer. Voilà. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Alors, je pense que si on le dit simplement et que de chaque côté, que ce soit avec le clergé, les animateurs liturgiques et les organistes, on échange là-dessus, ce serait déjà un pas d'échanger pour qu'on comprenne le pourquoi des uns et des autres. Je pense que c'est ça, c'est le premier point. Pour que l'organisme ne se sente pas comme une personne un peu, je disais spécialiste, mais c'est un peu ça qui est vécu. Et du coup, il se sent un peu en minorité parfois, ou pas, il n'est pas compris. Et ça peut arriver. Mais en même temps, il est normal aussi que l'organisme fasse un pas vers les autres, même si parfois ça ne correspond pas à ses attentes. Voilà. Donc ça, c'est le sujet. Mais ce qui est un peu particulier, c'est que quelqu'un qui joue d'un instrument de musique, là on parle d'orgue, on parle pour n'importe quel instrument, c'est quelqu'un qui a pratiqué, qui a reçu un enseignement. Et c'est vrai que c'est différent, et sans minimiser rien du tout, la personne qui s'occupe des fleurs dans l'église et qui fait ça d'une manière remarquable n'est pas une fleuriste. L'organiste, c'est un organiste. Vous voyez, donc déjà, l'image peut être un peu différente sur la perception qu'on a. Ce qui fait que quand l'organiste va dire « Ah ben, j'aime pas ce chant-là, il faudrait prendre autre chose, etc. » Bah oui, mais vous, tu es un spécialiste, etc., etc. Voilà. Ça, c'est effectivement
une difficulté qui, au fil des ans, a pris des proportions, il faut le reconnaître. Je pense qu'il faut qu'on accepte les uns et les autres, hein, et pas que d'un côté, d'échanger sereinement sur ce sujet pour essayer de mieux se comprendre et de dire mais comment on peut effectivement essayer de trouver, non pas un compromis, mais une sorte d'évolution dans notamment le répertoire liturgique, parce que la vraie question, c'est le répertoire liturgique. Voilà. En même temps, il est vrai aussi que les communautés ont changé, et donc, il y a aussi des endroits où on dit, bon, on n'a plus besoin d'orgue. Bon. Mais on en revient à la question précédente, même si on ne s'en sert pas, ou plus ou moins, pour la pratique religieuse, l'instrument, il est toujours là, du patrimoine. Donc, il mérite aussi qu'on ne s'en désintéresse pas en tant qu'instrument de musique. Voilà. Donc, il y a tout un équilibre, sans doute, à repenser dans certaines circonstances. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir répondu à toute cette première partie de questions. Et on va passer dans la seconde partie de l'audition, qui est un peu moins formelle, où on a éventuellement quelques questions à vous poser pour compléter ce que vous nous avez dit. C'est très intéressant. Quelle relation entretient l'association Orgue en France avec les commissions diocésaines d'art sacré? Est-ce que vous connaissez peu? D'accord. Peu. Alors, je dois dire, pour être clair, on a eu quelques rencontres à la CEF avec le service musique. Oui. Voilà. Ça remonte à quelque temps. On le refera parce que c'est important qu'on puisse échanger sur un certain nombre de sujets. On n'a pas de relation directe avec les commissions d'art sacré. Ça, je le dis. On n'a pas de notre chef, on n'a pas non plus pensé à le faire, mais on n'en a pas. Et je trouve que ce serait utile. Voilà. Surtout avec ce qu'on vient de dire précédemment. On l'a vu sur votre site, vous organisez chaque année le jour de l'orgue. Oui. Donc, c'est un événement qui vient compléter les rencontres en région. Oui. Et comment est-ce que l'idée vous est venue? Alors, et quels sont les buts? Alors, en fait, on s'est rendu compte que parmi les innombrables associations dont je parlais, un grand nombre sont isolés, notamment dans tout ce qui est petites communes ou dans certains départements. Et puis, vous avez aussi des départements qui sont plus ou moins dotés d'instruments. Évidemment, il n'y a pas autant d'orgues en Lozère et en Corrèze qu'en Gironde ou dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc, on a néanmoins des associations dans tous ces départements. Certaines étant isolées, elles n'ont pas beaucoup de moyens, surtout si vous êtes dans une toute petite commune. Il y a des petites communes où il y a 150 habitants avec une église, et parfois il y a un orgue. C'est des communes qui ont moins de 2000 habitants, dont j'évoque là. Et donc, on s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qui pourrait permettre à ces associations de les inciter au moins une fois par an, voire plus si elles le veulent, à avoir un événement qui marque le coup sur l'orgue. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de dire on va faire le jour de l'orgue, on verra bien. Alors, chaque année, on a plusieurs centaines, si je puis dire, d'événements ce jour-là, c'est sur un week-end. Donc, et on constate effectivement qu'au fil des ans, il y a des associations, c'est le rendez-vous de l'année. Pour eux, c'est on se mobilise ce jour-là pour marquer le coup. Donc ça, c'était vraiment le but principal. Et en même temps, ce qui rejoint aussi sur le même plan avec les rencontres régionales, c'est qu'on essaye aussi de faire en sorte que les jeunes puissent jouer. Et donc, par exemple, dans nos rencontres régionales, au même titre que pour le jour de l'orgue, on incite les professeurs des classes d'orgue à se mobiliser ce jour-là. Donc, j'en profite pour faire une annonce, mais à l'avance, pour l'année prochaine. On envisage l'année prochaine, au moment du jour de l'orgue, qui est le deuxième week-end de mai, de faire une opération qui va s'appeler 1000 jeunes organistes en concert. Le même, voilà, dans le week-end, essayer de mobiliser l'essentiel des professeurs, des endroits, des classes d'orgue, des jeunes, etc., qui pratiquent, pour que tout le monde se groupe sur le week-end et on aboutira à 1000 au moins jeunes qui joueront ce jour-là une audition, un concert, voilà, dans leur village ou ailleurs, etc. Donc on est en train de travailler sur ce sujet, parce que c'est demain quand même, c'est dans un an, donc ça va être rapide, pour mobiliser effectivement les jeunes sur l'instrument. Et puis même pour la nuit des églises, ça peut être très intéressant aussi que les orgues prennent de la place dans cet événement-là, puisque la plupart des églises ont des orgues. Bien sûr. Et donc, en fait, ça peut être intéressant aussi de proposer à vos organistes membres de leur dire, voilà, emparez-vous de la nuit des églises. Emparez-vous de la nuit des églises.
Ah, et pour faire, faites-en votre événement. Est-ce que vous faites des formations, peut-être pour les membres, pour les organistes de France, sur, par exemple, orgue et théologie ou orgue et Non, liturgie, etc. Non, non. pas du tout. Est-ce qu'il y a Alors, une on fait pas demande? du tout, oh non, on fait pas ce type de formation. Les seules formations qu'on fait, pas tous les ans, mais à peu près, on essaye tous les 2 ans, c'est sur la connaissance de l'instrument, ce que j'appellerais la machine orgue, Mhm. y compris, par exemple, ça nous est arrivé de faire des séances où un organiste, jeune ou moins jeune, apprend à accorder un tuyau d'orgue. Donc c'est essentiellement sur la facture instrumentale. Mais sur le reste, on ne fait pas. Et puis, on sait aussi que, par exemple, il y a en France l'Association nationale de formation des organismes liturgiques qui s'appelle l'ANFOL, qui a beaucoup d'actions là-dessus, donc on les connaît bien. Donc, on ne va pas on ne va pas pour le moment sur ce terrain, on n'a pas prévu de faire ça. Dans le cadre des États généraux, on réfléchit à comment ouvrir davantage les églises. C'est toujours dans cette idée de se dire qu'une église fermée a plus de chances de se Oui, dégrader, de c'est s'abîmer. sûr. On réfléchit aux usages compatibles également. Et est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que c'est quelque chose d'assez courant que l'organiste et les clés de l'église, il aille répéter dans l'édifice, que les portes soient ouvertes? Est-ce que c'est des choses qui arrivent régulièrement ou est-ce que c'est plutôt occasionnel ou exceptionnel? Alors, c'est quand même des choses fréquentes. D'accord. La plupart des organismes d'église, je ne parle pas des cathédrales, puisque les cathédrales, c'est avec l'État, c'est beaucoup plus compliqué. Ça Oui. devient très, très compliqué. Mais dans les églises, la majorité des organismes, pour ne pas dire tous, ils ont la clé de l'orgue et bien souvent, ils ont la clé de l'église. Mm. Et pour leur pratique personnelle, ne serait-ce que pour répéter les morceaux de musique qu'ils vont jouer, ou même les chants du dimanche, ils vont répéter dans la semaine. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments dans un édifice, bah, on rentre, on entend l'orgue. Votre question, c'est de se dire, est-ce que ça pourrait être un moyen aussi d'animer un peu plus? Exactement. C'est une question à laquelle qu'on ne s'est pas posé. Vous faites bien d'évoquer ce point. Parce on n'a jamais pensé ça. Dans la mesure où, comme maintenant, si vous voulez, les associations dont je parlais, elles créent des événements. Et donc, c'est Oui. autre chose. Oui. Là, on va dire, sur une pratique. Mhm. Une pratique plus ou moins régulière. C'est faire savoir, finalement, que plutôt tel jour de la semaine, eh bien, l'orgue va jouer parce que l'organiste sera là. En fait, c'est ça, un peu Exactement. dans le Et tout à concret. fait. Et que l'église est ouverte et Mhm. que ceux qui veulent peuvent passer, Oui, oui, peuvent même juste la visiter, même oui, oui, indépendamment du fait que. oui, oui. Moi, je sais qu'en fait, le point que vous évoquez des églises fermées, pour beaucoup, c'est parce qu'il n'y a personne, c'est pas seulement qu'il n'y a personne pour l'ouvrir, c'est souvent pour des questions de sécurité. Il y a Oui, bien effectivement une sûr. grande crainte, étant donné que ça existe et que ça a existé, des effractions, y compris des effractions et des vols dans les églises, et que du coup, ça provoque qu'on ferme. Alors, en fait, ça vient aussi du fait que il y a moins de personnes, sans doute, pour s'occuper de l'église, Mm. et que aujourd'hui, dans la plupart des territoires, je parle en milieu rural, mais y compris en milieu urbain, il y a un prêtre responsable, pour dire son nom, c'est-à-dire un curé, pour 10, 15, 20 ou 30 clochers. Et donc, du coup, c'est qui le référent? C'est-à-dire la personne de proximité. Et en fait, la vraie réflexion, c'est de dire, y a-t-il une personne de proximité Tout à fait. pour ouvrir et fermer, et voilà. Moi, j'ai la chance d'habiter dans un village où effectivement, il y a cette personne, il y a 2 personnes. L'église est ouverte tous les jours à 7 h le matin jusqu'à 19 h le soir, ce qui est assez exceptionnel. Bon. Mais je sais qu'en même temps, c'est assez rare. Mm. Et en fait, je crois que la réflexion est à mener, y compris avec les propriétaires, c'est-à-dire la plupart du temps le maire de la commune, on va dire, ben, on a un bâtiment, en même temps, une église fermée, c'est une église qui se dégrade en raison de l'humidité, parce qu'elle n'est pas aérée, Mm. et notamment tout le mobilier qu'il y a à l'intérieur, ça c'est clair. Mm. Donc l'intérêt de l'église, j'allais dire, c'est d'être ouvert. Et donc c'est donc une question de conservation, en fait.
y compris pour le propriétaire. Et donc, moi, je pense que là, ce qu'il faut introduire, c'est effectivement qu'il y ait une réflexion qui doit émaner, vraisemblablement, la question doit émaner du côté clergé, que ce soit par le diocèse, etc., avec les maires des communes, en disant, est-ce que l'église est ouverte? Est-ce qu'on a une personne de proximité pour veiller à ça? Il y a des endroits, mais ça c'est peut-être des exceptions, mais c'est intéressant de les citer comme exemple. Il y a des villes où la commune envoie un employé communal. Mhm. Il y a quelques exemples de ce genre. Donc ça, je pense que c'est le seul moyen, c'est de le faire prendre conscience de ça, en fait. Bon.